Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les fonds de contrepartie et les initiatives stratégiques. Vous pouvez écouter ce webinaire en anglais, français, espagnol et portugais. Il suffit de faire clic sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran pour choisir votre langue préférée. La présentation et les enregistrements dans les 4 langues seront partagés avec tous les participants enregistrés à la fin du webinaire. L'enregistrement des webinaires précédents sera disponible seulement sur notre plateforme iLearn. Cette session présentera les fonds de contrepartie et les initiatives stratégiques dans la période d'allocation 2023-2025. Nous allons voir les fonds de contrepartie pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et les systèmes résilients et pérennes de santé. Et à la fin, nous aurons quelques minutes pour vos questions-réponses. Nous invitons tous les participants à écrire vos questions dans le chat. Nous allons collecter toutes vos questions et nous allons les projeter pendant la session questions-réponses. Et maintenant, je vais passer la parole à Amélie Hughes de la division des investissements stratégiques. Nous allons commencer par les fonds de contrepartie et les initiatives stratégiques dans la période 2023-2025. Merci. Et à vous, Émilie. Merci beaucoup. Je vais partager avec vous une brève explication générale et après, je vais passer la parole à mes collègues pour parler de chacun des fonds de contrepartie et les différentes initiatives stratégiques. Lorsque nous parlons des investissements catalytiques, il y a 3 modalités que nous utilisons afin de pouvoir les fournir de manière complémentaire à nos subventions et à part également les ressources domestiques afin d'encourager le développement de l'innovation pour pouvoir donc tirer mieux profit de ces investissements principaux. Ces 3 modalités sont les suivantes: les fonds de contrepartie, les initiatives stratégiques et les approches multi-pays. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les fonds de contrepartie. Il s'agit des fonds disponibles pour des pays sélectionnés afin d'encourager la programmation de l'allocation pays tout en ciblant les priorités stratégiques. Et les initiatives stratégiques sont essentiellement les domaines qui peuvent être traités de manière indépendante. Les approches multi-pays sont dans une période différenciée, se développent dans une période différenciée. Maintenant, en ce qui concerne le cycle actuel, maintenant que nous nous trouvons dans le cycle 7 d'allocation, nous voulons expliquer, vous donner une vision des investissements de ce cycle qui sont en vert par rapport au gris. Nous avons dans ce cycle un portefeuille d'investissement plus ciblé. Nous incluons des investissements complémentaires du secteur privé. Vous allez voir ici que les fonds de contrepartie reçoivent l'accent le plus important pendant ce cycle. Slide suivant. Ce slide est une vision générale de chacune des priorités qui ont été approuvées par le conseil d'administration et les différentes modalités que cette priorité va utiliser afin d'être mise en place. Vous pouvez voir également ici que ce cycle compte des composantes associées avec chacune des priorités afin de maximaliser l'impact. À droite, vous pouvez voir les montants de financement par composante en ce qui concerne ces différents investissements. Slide suivant. En ce qui concerne les fonds de contrepartie, nous avons 5 priorités associées. Et ici, vous pouvez voir chacune des composantes, ainsi que le nombre de pays dans lesquels ces composantes seront mises en place. Ceci sera mieux décrit dans les lettres d'allocation. Slide suivant. Ce cycle, en plus, nous avons inclus des initiatives stratégiques dans les lettres d'allocation où il y avait donc cette composante pays. Ici, vous pouvez voir qu'il y a 2 SI disponibles globalement, 2 initiatives stratégiques disponibles globalement, ainsi que d'autres qui ont une approche plus régionale ou globale. En plus, nous avons le fonds de secours d'urgence qui n'a
pas de focus pays prédéterminé. Slide suivant. En ce qui concerne les étapes suivantes, à part cette opportunité d'apprentissage, nous allons travailler avec les différents niveaux de gouvernance pour les fonds de contrepartie et les initiatives stratégiques afin de pouvoir rentrer dans les détails de l'opérationnalisation. Ceci est plutôt adapté et ceci est donc géré par le board et les différents comités. Nous allons passer en revue les différents fonds de contrepartie dans les différentes sessions. Slide suivant. Sans plus, je vais maintenant passer la parole à Siobhan Crowley, qui parlera des fonds de contrepartie pour la prévention VIH. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis Siobhan Crowley, je suis responsable de VIH au Fonds mondial. Je vais parler brièvement des fonds de contrepartie pour la prévention du VIH. Slide suivant. Comme vous avez dû le voir, juste maintenant dans la présentation d'Emily, il y a au total 49 millions disponibles et l'accent sera mis sur l'accélération des résultats pour la prévention du VIH parce que la prévention reste un peu à la traîne par rapport au programme de prévention. Quels sont les principaux objectifs de ces fonds de contrepartie pour les pays? Eh bien, essentiellement, nous voulons améliorer les résultats de prévention du VIH et bien sûr, en ce qui concerne les populations qui sont en plus grand risque, c'est-à-dire les populations clés, les adolescents et adolescentes, jeunes filles et jeunes femmes dans certains pays. Et en plus, nous avons d'autres options de prévention basées sur de nouveaux antirétroviraux et nous tenons à ce que la plupart de ces pays puissent accélérer l'utilisation de ces produits parmi ces populations à risque, parmi les personnes qui en ont le plus besoin. Il y a encore beaucoup de barrières politiques et les fonds de contrepartie doivent être utilisés pour essayer d'éliminer certaines de ces barrières. Nous encourageons également les pays à adopter des systèmes de prévention, une approche de prévention systémique. Les personnes doivent commencer à penser à des systèmes de prévention. Nous avons vu l'importance de tout ça avec la COVID. Ces fonds de contrepartie sont également là pour nous assurer que les services soient mieux concentrés sur les personnes, l'accès aux services, entre autres, et bien sûr, ceci inclut les services basés et organisés par les communautés. Et puis aussi les autres fonds de contrepartie, tout comme les fonds de contrepartie pour les systèmes résilients en de santé, mettent l'accent sur les PrEP, la prophylaxie. Et vous allez voir ensuite que les fonds de contrepartie, ces fonds de contrepartie sont liés à d'autres. Comme je l'ai déjà dit, l'objectif est d'éliminer ces barrières à la prévention. Vous allez trouver tous les détails dans la note d'information sur le VIH et il y a aussi des recommandations sur notre web qui expliquent ce que nous entendons par les résultats de prévention du VIH. Donc, ces fonds ont cet objectif, améliorer et accélérer ces résultats. Les pays qui sont admissibles, évidemment, ce qui nous inquiète le plus, c'est donc des pays à forte incidence de VIH, des pays qui ont des taux d'infection très élevés. Et bien sûr, la population principale, c'est donc les adolescents, les jeunes filles, jeunes femmes. Et ceci est bien reflété dans ce programme. Dans certains des pays, la charge en soi de la maladie peut-être n'est pas très lourde, mais l'accès aux services dans ces pays-là particulièrement peuvent nous inquiéter. C'est pourquoi ces pays ont été inclus. Voilà, nous avons identifié trois catégories, nous suggérons plutôt trois catégories de fonds de contrepartie. Il y a un groupe de pays qui doivent se concentrer sur le fait de changer la donne pour ce qui est le PrEP, la prophylaxie. Il y a des pays qui adoptent ces programmes trop lentement et donc nous souhaitons voir un changement par rapport à cela. Dans d'autres pays, nous constatons qu'il y a beaucoup de progrès pour ce qui est de la réduction des infections, mais il y a d'autres pays qui nous inquiètent beaucoup plus.
Donc, nous voulons nous assurer que nous maintenons et développons ces résultats. Et puis aussi, bien sûr, les fonds de contrepartie qui se concentrent sur les populations clés. Diapositive suivante. Les pays admissibles et les montants disponibles en termes de fonds de contrepartie pour les pays sont ici. Ici, nous avons les 12 pays qui sont admissibles pour ce qui est des fonds de contrepartie pour les populations clés. Je ne vais pas les lire, vous les avez tous sur l'écran et c'est toujours entre 1 et 2 millions de dollars américains. Nous avons 4 pays qui sont admissibles pour les fonds de contrepartie pour les adolescentes, jeunes filles et jeunes femmes. Il y a des pays qui, comme ils ont eu de bons résultats, ils ont moins de fonds alloués. Mais nous offrons également des fonds de contrepartie pour ces pays. Par exemple, au Mozambique, nous offrons les fonds de contrepartie pour les adolescentes, jeunes filles et jeunes femmes, mais aussi d'autres fonds de contrepartie pour le PrEP. Et puis, les pays de la troisième case sont les pays qui vont recevoir des fonds de contrepartie pour l'accélération des PrEP et ils ont des objectifs attachés. Il faut qu'ils atteignent les résultats en juin 2025. C'est pour cela que vous voyez les deux colonnes. Et puis, vous avez aussi les totaux qui sont indiqués. Diapositive suivante. Donc, au total, les ressources de prévention VIH sont 49 millions de dollars. Environ 10 millions dépendent de la performance. Aucun pays ne reçoit moins d'1 million et aucun pays ne reçoit plus de 6,5 millions de dollars. Nous essayons de faire ceci de manière progressive pour que les fonds de contrepartie soient déployés de manière interdépendante. Et d'autres collègues vont aussi en parler, surtout les fonds de contrepartie liés aux droits humains. Mais vous allez voir ça plus tard. Diapositive suivante. Afin d'accéder aux fonds de contrepartie, il y a des conditions qui doivent être respectées. Les deux principales, c'est tout d'abord, si nous disons par exemple 1 million de fonds de contrepartie, eh bien dans ce cas, le pays doit s'assurer qu'au moins 1,5 million est disponible en contrepartie pour les activités de prévention du VIH. Bien sûr, si vous utilisez le cadre modulaire, c'est ce qui nous permet de comprendre où vont les ressources. C'est ce que vous allez voir. Nous devons voir 1,5 million en contrepartie pour justement être la contrepartie de ces fonds de contrepartie. Et puis, il faut également que les pays maintiennent ou augmentent le niveau d'investissement dans la prévention du VIH depuis le cycle précédent. Nous ne voulons pas voir que ceci se réduit, mais il faut que ceci soit maintenu ou augmenté. Bien sûr, il doit y avoir des estimations de la population ciblée par ces programmes. Il doit y avoir des évidences aussi, des preuves qui prouvent justement que vous obtenez des résultats fondamentaux concernant ces programmes de prévention. Nous avons des essentiels, des choses que nous souhaitons voir dans chaque programme de prévention VIH et nous devons avoir des confirmations comme quoi il y aura une expansion des plateformes de fourniture de services pour la prévention et que ceci donc améliore les résultats de prévention. Et puis, vous devez avoir aussi un plan et un budget pour renforcer les systèmes de données de prévention du VIH parce que les pays doivent comprendre données qu'ils collectent. Et il doit également y avoir des preuves concernant les innovations qui sont ciblées à travers les fonds de contrepartie. Et nous devons également voir des preuves, des garanties qui prouvent que les parties prenantes nécessaires à ces programmes ont été engagées dans la prise de décision, dans l'allocation des ressources. Donc, vous devez expliquer qui, quoi et comment. Slide suivant. En ce qui concerne les fonds de contrepartie désignés pour le PrEP, eh bien, il y a, afin de pouvoir libérer cet espace, il y a des conditions plutôt programmatiques qui sont appliquées. Tout d'abord, il faut utiliser des données du pays. Nous devons pouvoir voir ce qui est en place. Ensuite, le plan, le budget doivent inclure plus d'une option de PrEP. Maintenant, nous aurons 3 options, injectables,
en produit oral et en anneau vaginal. Et donc, vous devez avoir une cible spécifique et ceci permettra de libérer la troisième phase de paiement. Et je pense que maintenant, je vais passer la parole à Jamie qui va parler des fonds de contrepartie pour la tuberculose. Merci. Merci, Siobhan. Exactement, je vais partager les 4 ou 5 prochaines diapositives. Je vais parler des fonds de contrepartie pour la tuberculose. Je suis la responsable de la tuberculose dans le Fonds mondial. Alors, le domaine de priorité est d'identifier, de trouver les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées de tuberculose réactive aux médicaments ou tuberculose réactive ou résistante aux médicaments. Le but essentiellement est de trouver ces personnes, de les traiter, les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées ni traitées, pour améliorer la couverture des programmes et le taux de traitement de la tuberculose. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur ce domaine afin d'améliorer les résultats de santé. Les interventions clés que nous souhaitons promouvoir en mettant ces fonds de contrepartie à disposition, c'est tout d'abord, nous voulons nous assurer que les fonds de contrepartie catalysent à temps et de manière précise le diagnostic de tuberculose et nous pouvons le faire à travers des approches innovantes qui sont maintenant disponibles. Il y a maintenant de nouveaux outils qui sont disponibles à nous, comme par exemple les radiographies numériques ou les logiciels basés sur l'intelligence artificielle pour et CAD afin de pouvoir accélérer les diagnostics. Ensuite, nous voulons que les personnes qui ont des symptômes de tuberculose et qui vont dans les centres de santé soient dépistées de manière systématique pour la tuberculose. Et bien sûr, nous souhaitons mettre en place cette approche active de diagnostic. Nous voulons vraiment atteindre les personnes qui ont un grand risque de tuberculose et les dépister comme il faut. En plus, nous savons que dans certains pays, le secteur privé est très fréquenté par les patients. Nous savons que ceci change d'un pays à l'autre. Et puis, il y a aussi des pays qui offrent beaucoup de services basés sur la communauté, mais ceci varie. Et donc, nous voulons accélérer le développement de tout cela pour atteindre davantage de personnes atteintes de TB. Et nous devons nous assurer que ceci est fait d'une manière décentralisée, qu'il y a de plus en plus de services ambulatoires disponibles et des services centrés sur le patient. Maintenant, pour prioriser les pays, nous avons considéré des critères épidémiologiques. Tout d'abord, les pays avec une incidence de tuberculose élevée, les pays avec une mortalité de tuberculose élevée, et puis les pays où nous avons constaté un écart très important entre le traitement et la couverture de la tuberculose. Voilà, c'est ce qui nous aide à établir le contexte épidémiologique. Et donc, c'est ce que nous avons utilisé pour prioriser les différents pays. À travers cet exercice, nous avons identifié 20 pays qui sont énumérés sur la diapositive. Il s'agit de pays qui ont une forte charge de maladies en Asie ou en Afrique. Et en plus, vous allez voir le Cameroun et l'Ukraine qui n'appartiennent pas à ces régions, mais ils répondent aussi à ces critères. Grâce à cet exercice, nous avons pu constater que ces pays représentent 78% des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Et ceci globalement. Et donc, en fonction de ces données de 2021, ces pays contribuent à la charge totale de la maladie à la hauteur de 75%. Nous avons également des conditions d'accès et des conditions programmatiques pour ce qui est de ces fonds de contrepartie pour la tuberculose. Tout d'abord, les conditions d'accès. Il s'agit d'une contrepartie 1 à 1, c'est-à-dire si un pays reçoit 1 million, eh ben, il faut que le pays ait programmé au moins 1 million. Donc, il faut que ce soit 1 à 1 au minimum. En plus, nous
spécifions 3 domaines par pays. On va le voir plus tard, mais pour chaque pays, nous spécifions soit A, B ou C. Et donc, ils doivent dépenser leur argent, l'argent de ces fonds de contrepartie, soit dans le A, le B ou le C. En ce qui concerne les conditions programmatiques, il y en a 3 en fait. Ceci explique que les programmes doivent être conçus de manière incrémentale, c'est-à-dire il faut qu'il y ait ce développement des approches innovantes pour pouvoir prouver ce progrès euh, concernant l'objectif qui est le nôtre, qui est d'identifier, de traiter le plus grand nombre de personnes possible. Ensuite, les interventions doivent être alignées avec les interventions prioritaires concernant le dépistage de la tuberculose et le diagnostic de la tuberculose. Ceci est détaillé dans la note d'information de tuberculose du Fonds mondial. Et la troisième condition est la suivante. Il doit y avoir un bon mécanisme de monitoring, c'est-à-dire les pays qui reçoivent des fonds de contrepartie pour des indicateurs sélectionnés qui sont liés, par exemple, au dépistage et au traitement, eh bien, ils doivent pouvoir informer des résultats à travers les indicateurs concernant la tuberculose réactive aux médicaments et la tuberculose résistante aux médicaments. Diapositive suivante. Voici la diapositive dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez à gauche les pays énumérés. Ensuite, vous avez la quantité par pays, le montant. Vous voyez que tous les pays reçoivent 4 millions, sauf 2 pays, le Bangladesh qui va recevoir 5 millions et le Nigeria qui va recevoir aussi 5 millions. C'est 2 pays que nous encourageons parce qu'ils ont eu un travail excellent dans l'utilisation des fonds de contrepartie dans le cycle précédent. La troisième colonne explique les domaines de focus spécifiques sur lesquels les pays doivent se concentrer. Par exemple, le Cameroun et l'Ukraine, nous avons spécifié ce sur quoi ils doivent se concentrer. Bien sûr, donc c'est le diagnostic précoce et précis de la maladie. Ensuite, le fait de mettre l'accent sur les populations clés, les services basés sur la communauté. Voilà, c'est les choses dont nous avons parlé tout à l'heure quand nous avons parlé des interventions clés. Puis, les pays qui sont en blanc, donc il s'agit surtout des pays asiatiques, comme ils ont un secteur privé assez important, eh bien, nous avons spécifié que ces pays doivent dépenser l'argent pour approfondir et accélérer l'engagement du secteur privé à travers des modèles innovants. Et puis, pour les autres pays, nous disons, eh bien, ayons un bon dialogue sur quel serait le meilleur support en considérant le contexte de vos pays. Voilà, c'est ma dernière diapositive. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Olga et Rob. Je pense ils vont parler des fonds de contrepartie pour les systèmes résilients et pérennes de santé. Oui, bonjour. Je suis Olga Bornemisa et euh, je vais vous présenter les fonds de contrepartie pour les SRPS et ensuite on va parler également des fonds de contrepartie pour l'innovation et ensuite je vais passer la parole à d'autres collègues. Diapositive suivante. Essentiellement, il y a 4 fonds de contrepartie SRPS. La première priorité, c'est encourager la qualité et le développement des SRPS. Ensuite, nous avons le fonds d'innovation pour l'SRPS, 10 pays, 50 millions. Ensuite, nous avons le fonds de contrepartie pour l'accélérateur d'impact de santé numérique, 5 pays pour 10 millions de dollars. Puis le fonds de contrepartie pour le renforcement des systèmes de laboratoire intégrés pour 5 pays et un montant de 10 millions de dollars. Le quatrième fonds de contrepartie est appelé Système et réponse communautaire effectif, CSER, 8 pays et le montant, c'est 42,5 millions. Slide suivant. Maintenant, je vais parler des fonds d'innovation avec plus de détails maintenant. L'objectif principal de ce fonds d'innovation est assez varié. Tout d'abord, renforcer
les investissements pour soutenir l'amélioration de la qualité de l'échelle des services et des systèmes de santé intégrés centrés sur les personnes et puis aussi renforcer la préparation aux pandémies. Il y a trois interventions clés. Les trois principales interventions sont les ressources humaines pour la santé, y compris les travailleurs de la santé communautaire, et puis aussi améliorer la qualité des services de santé. Le deuxième domaine concerne le renforcement des systèmes de laboratoires nationaux et le troisième, le renforcement des chaînes d'approvisionnement dans les pays. Le quatrième domaine, c'est que ce fonds de contrepartie peut être utilisé pour l'évaluation des installations de santé. Certains pays ont déjà est informé que nous aimerions qu'il travaille à cela, mais nous encourageons en fait tous les pays qui vont recevoir ce type de fonds de contrepartie SRPS de justement encourager ces évaluations pour nous assurer qu'ils ont les données nécessaires pour mesurer leur performance autour de la qualité du service. Alors, si vous voyez à gauche, et je suis désolée parce qu'il y a quelques coupures de la diapo en bas, on voit que les fonds pour SRPS, eh bien, ils correspondent aux autres fonds. On voit tous les pays qui ont reçu ces fonds et qui ont ces fonds alloués. Et aussi, on peut voir les 5 domaines dans lesquels on va allouer de l'argent. Tout d'abord, donc la qualité des soins, y compris les travailleurs de la santé. Et vous voyez tous ces chiffres en vert, ce qui veut dire que voilà, c'est les fonds de contrepartie pour l'innovation en matière de santé. Et on voit également en bleu les fonds pour les organisations, c'est les fonds où vous observerez aussi que les travailleurs sanitaires sont inclus dans ces deux types de fonds. C'est-à-dire que nous avons d'une part en vert et d'autre part en bleu ces travailleurs. Et on voit donc que les pays sont complémentaires et on peut mettre à échelle le nombre de pays qui travaillent avec ces travailleurs de la santé. On voit aussi un mélange de chiffres verts et ceux qui sont en blanc également. Nous avons réussi à doubler le nombre de pays qui reçoivent des fonds pour le renforcement des systèmes de laboratoire. On a la moitié qui reçoivent ces fonds de contrepartie pour les systèmes de laboratoire et l'autre moitié donc qui vient de l'allocation propre. Et on voit en vert qu'il y a ces fonds pour l'innovation SRPS et on voit également les fonds pour la santé digitale. Ce qui veut dire que là, je vous ai montré l'image générale et on voit donc que ces fonds pour l'innovation rentrent dans ces fonds SRPS. Comme je vous l'ai dit, il y a trois domaines principaux, la qualité des soins, les travailleurs de la santé à gauche. Tout ceci se centre surtout sur les travailleurs de la santé. On se centre sur la planification stratégique, l'optimisation de la force de travail, le fait de faire du travail analytique et la mise en œuvre pour s'assurer que les travailleurs de la santé qu'il faut sont à l'endroit qu'il faut et qui sont rémunérés comme il faut. Le deuxième domaine, c'est la qualité des soins pour améliorer la performance. Et là, vous pouvez avoir différentes interventions, par exemple la supervision de support, la formation intégrée, la résolution de problèmes, le développement professionnel continu, les soins intégrés, la surveillance, ainsi que l'organisation de services intégrés pour la dérivation et pour les co-infections et comorbidités. Pour les systèmes laboratoires nationaux, il y a trois domaines et Patrick nous en parlera davantage quand il va se référer au fonds de contrepartie pour les systèmes laboratoires. Il s'agit de la mise à jour de la couverture du réseau, la réponse rapide, l'intelligence des systèmes, l'amélioration de l'infrastructure des labos et aussi pour
Les pays qui reçoivent des fonds pour la chaîne d'approvisionnement dans le pays, eh bien, les domaines concernés, c'est le stockage, la distribution des opérations, les systèmes d'information, l'utilisation des données, la stratégie, la gouvernance pour être capable de développer ces chaînes d'approvisionnement. La gestion des déchets, c'est très important également lors de ce cycle de financement et aussi la délocalisation des services logistiques ou l'externalisation. Donc voici les pays qui ont été sélectionnés pour le Fonds d'innovation SRPS. Ces pays ont été sélectionnés parce que nous avons vu un potentiel d'impact et de mise à échelle des services. C'est des pays à faible revenu ou moyen revenu. Il y a une certaine maturité dans l'intégration du système et dans donc ces services. Nous avons discuté avec les équipes de ces pays. On a vu que la gouvernance était suffisante pour mettre en place une bonne demande de financement et qu'il y avait aussi de capacité d'absorption. Et puis, comme pour d'autres fonds de contrepartie, on a voulu s'assurer que la correspondance de ces fonds était liée à l'allocation et qu'ils étaient capables d'apporter. Les conditions d'accès, eh bien, c'est une correspondance de 1 à 1 depuis le fonds de contrepartie à la subvention. Et il faut aussi financer le même domaine qui est soutenu. Et puis par rapport aux conditions programmatiques, eh bien, c'est très simple. Il y en a trois principalement. Tout d'abord, nous voulons avoir des plans pour mettre à échelle les interventions basées sur l'évidence, qui est un grand impact. Et nous voulons également avoir les données épidémiologiques, le contexte du pays. Nous voulons aligner tout cela avec les approches critiques du SRPS qui sont soulignées dans la note d'information du Fonds mondial. Et puis, nous avons également l'annexe sur les priorités et les lacunes du SRPS qui nous permet de suivre les conditions programmatiques. Diapo suivante, voici les pays. Encore une fois, vous pouvez voir les domaines qui ont été sélectionnés et le montant total de fonds de contrepartie pour chacun de ces pays et le pourcentage pour le domaine prioritaire. Et maintenant, je vais passer la parole à Siobhan Crowley qui va nous parler des fonds de contrepartie pour l'accélération de l'innovation de la santé digitale. Robert Cryer, excusez-moi. Eh bien, merci. Et si nous avons l'accélérateur d'impact de la santé digitale, qui est une évolution du fonds catalytique du cycle précédent, cet accélérateur d'impact de la santé digitale veut se centrer sur ce que l'on a nommé la capacité extraordinaire pour les travailleurs de la communauté, pour améliorer la collectivité, pour améliorer également l'interopérabilité et l'intégration des systèmes dans ce contexte. Là, on se centre particulièrement sur ces caractéristiques extraordinaires additionnelles de collectivité et d'interopérabilité. On s'intéresse également à l'intégration des systèmes qui sont utilisés dans ce contexte de façon verticale pour déployer le système CRPS, mais aussi de façon horizontale. C'est-à-dire que nous voulons assurer la collectivité, par exemple, entre les systèmes de laboratoire, la chaîne d'approvisionnement et les solutions pour l'enregistrement des rapports de santé pour améliorer, bien sûr, le soin auprès des patients. Et une partie de tout cela comprend le fait de permettre à ces pays de devenir plus digitaux, d'externaliser les services digitaux aussi, d'accélérer tout cela, d'accélérer également la traçabilité de la maladie grâce à toute cette structure qui est mise en place. Comme Olga l'a dit auparavant, ce fonds de contrepartie cible 5 pays que vous voyez ici, Burkina Faso, Éthiopie, Rwanda, en tant que continuation du travail qui a déjà eu lieu grâce au fonds catalytique, donc continuer ce travail-là. Mais nous avons également inclus l'Afrique du Sud et le Zimbabwe dans ces fonds de contrepartie. Et la base de cela, c'est que
ces fonds sont soutenus primairement par le secteur privé, par des entreprises anglo-américaines qui ont de nombreuses activités en Afrique du Sud et au Zimbabwe et qui soutiennent le travail qui est déjà développé à cet égard. Donc, voici les 5 pays ciblés et maintenant la distribution. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. On voit donc cette distribution de ces 10 millions. C'est une distribution égalitaire dans les 5 pays. Vous voyez qu'il s'agit de 2 millions par pays pour faciliter donc cette interopérabilité et cette connectivité dont je vous ai parlé avant. Suivant. Et les conditions d'accès pour cela. Oui, il paraît que les interprètes de la cabine espagnole ont passé à l'anglais. Pourrait-il se remettre sur le canal espagnol? Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, les conditions d'accès. Eh bien, il s'agit d'une correspondance de 1 à 1, c'est-à-dire que ces 2 millions du Fonds mondial seraient donc également correspondus par ces 2 millions de subventions internes. Et il faut également suivre ou être aligné aux objectifs qui ont été cités auparavant par rapport à cette interopérabilité additionnelle. Et comme vous verrez, à travers de ces fonds de contrepartie SRPS, eh bien, ils n'agissent pas de façon isolée. C'est-à-dire que l'une des conditions programmatiques que nous voulons voir, c'est comment les investissements en interopérabilité additionnelle et en connectivité sont alignés avec les interventions déjà en matière de SRPS et de chaînes d'approvisionnement, de labos, de travailleurs de la santé. C'est-à-dire qu'on veut voir cette correspondance avec ces autres investissements dans ces autres domaines. Et puis une autre condition programmatique à laquelle on s'intéresse, c'est que on ne veut pas voir des solutions ponctuelles, on veut aller au-delà, on veut avoir la capacité de mettre tout cela à échelle et de déployer des solutions à échelle nationale. Et aussi, il faudrait également penser au modèle de business que l'on veut déployer. C'est-à-dire, au fait d'avoir un projet et voir aussi quelle est la maintenance que ce projet requiert afin que ce projet soit durable. C'est-à-dire que nous pensons donc à comment tout cela sera durable. Et donc lié à cet aspect, au rapport avec la chaîne d'approvisionnement, les labos, les travailleurs sanitaires, eh bien, tout ceci devrait faire partie de la stratégie nationale digitale sur la santé. C'est-à-dire qu'il faut que cette solution soit coordonnée. Et il faut également se référer donc à la note d'information du SRPS afin d'avoir plus de détails sur ce volet-là. Et maintenant, je vous remercie et je vais passer la parole à Patrick qui va nous parler du renforcement des systèmes de laboratoire. Merci beaucoup, Rob. Je suis Patrick Ball, je suis le responsable stratégique du Fonds mondial pour les fonds de contrepartie sur le renforcement des systèmes de laboratoire. Alors pour ce cycle-là, eh bien, nous avons d'autres investissements. Nous avons inclus donc le renforcement des systèmes de laboratoire. Vous verrez que ces investissements facilitent les opportunités afin de mettre à échelle une meilleure livraison aux prestations de services par les systèmes de laboratoire pour mieux répondre au VIH, TB et paludisme ainsi qu'au COVID et à d'autres maladies.
maladie. Au cours des dernières années, nous avons voulu autonomiser les directoires des laboratoires. Nous avons voulu améliorer la réponse aux maladies et aussi améliorer et mettre à échelle la livraison de services des laboratoires. Lors de ce cycle-là, nous voulons améliorer l'état de préparation des laboratoires, des services fournis et améliorer les capacités pour plus détecter le potentiel des pandémies, accélérer les solutions et améliorer l'accès aux diagnostics intégrés. Les interventions clés que nous avons priorisées eh bien, sont en fonction du fait de maintenir l'élan, par exemple, lors de la réponse du COVID-19 et créer un environnement propice pour une approche réussie. L'adoption d'approches innovantes, de meilleures pratiques. Les activités prévues pour les pays que nous avons définis sont la mise à échelle et de la couverture du réseau et la réponse rapide, l'amélioration des infrastructures laboratoires, les systèmes d'intelligence, la science des données et il faut bien sûr personnaliser tout cela par rapport à la réalité de chaque pays. Il faut que les activités soient adaptées aux laboratoires existants et considérer les dépendances entre les infrastructures, les systèmes et les ressources pour améliorer cette prestation de services par les laboratoires. Et au moment de redéfinir ces activités par le biais des instances de coordination nationale, eh bien, nous avons besoin d'un directoire qui soit présent pour définir le travail. Nous avons également besoin d'autres parties prenantes, c'est-à-dire les institutions de chaque pays. Il y a aussi d'autres exemples d'activités éligibles qui sont sur l'écran, mais les candidats peuvent se référer à la note d'information sur les SRPS pour voir ces activités. Sur la diapo suivante, vous verrez les pays qui sont ciblés, qui ont été proposés pour bénéficier de ce type de soutien. L'Éthiopie, Ghana, Laos, Népal, Ouganda. Donc, c'était déjà les pays traditionnels qui avaient reçu ces fonds. Il y avait aussi le Soudan du Sud, le Zimbabwe, la Sierra Leone, et l'éligibilité a été déterminée donc, par rapport au support technique que ce pays avait. Nous avons également identifié certaines interventions. Nous avons vu également les partenaires qui sont déjà sur les pays et les initiatives qui existent déjà sur ces pays. D'autres initiatives qui ont été soutenues par des investissements préalables. Nous avons prêté attention au score des évaluations externes et nous avons vu cela de façon isolée par rapport au score national aussi. Nous avons indiqué également des soutiens pour améliorer la longévité de ces investissements. Nous avons créé un groupe de travail technique pour assurer le soutien au cours de cette période de 3 ans et pour mieux adopter les bonnes pratiques et les innovations au-delà du 7e cycle. Sur la diapo suivante, nous avons les conditions d'accès à ces fonds-là. Le pays doit investir une portion de l'allocation du pays total qui soit supérieure ou égale au montant disponible pour les fonds de contrepartie. Nous avons d'autres détails par rapport aux conditions programmatiques sur la note d'information du SRPS. Et il s'agit de 2 millions de dollars apportés par le pays qui correspondront également aux 2 millions qui seront fournis en tant que fonds de contrepartie. Donc 4 millions au total. Les activités doivent être liées ou doivent contribuer à l'avancement ou à l'amélioration de la prestation de services. Les interventions spécifiques ou en silo ne sont pas éligibles, spécialement pour la tuberculose. Cependant, les solutions intégrées avec le VIH, avec d'autres maladies prioritaires seront considérées. Et donc, il y a
davantage d'informations sur la note d'information. Les ressources adéquates doivent être allouées pour soutenir les activités existantes. Et sur la dernière diapositive, vous voyez la distribution des pays avec la proportion des montants qui seront alloués à chaque pays. Et maintenant, je vais passer la parole à Annick qui va nous parler de la réponse des systèmes communautaires. Donc ici, la partie 7 qui porte sur les réponses au système communautaire, le CSR, et la contribution pour améliorer les résultats en matière de santé, l'accès égalitaire et les services de qualité centrés sur la personne. L'objectif principal de ce fonds de contrepartie est de catalyser ces systèmes, d'assurer l'état de préparation, la durabilité de la force de travail, aussi le renforcement du système communautaire, surtout pour les organisations menées par la communauté, les réseaux, pour les communautés vulnérables, et bien sûr l'inclusion d'un suivi basé sur la communauté et une utilisation des données pour la prise de décision. Par rapport aux interventions clés, le renforcement et la programmation de la force de travail et l'accélération de la réponse au système communautaire pour les populations clés et pour les populations vulnérables, pour les organisations qui s'occupent de ces populations. Le fait de stimuler les investissements pour construire des opérations, les capacités de gouvernance technique, le fait d'employer des travailleurs de la santé, par exemple des pairs, afin de renforcer le lien et la mobilisation avec les effectifs de la communauté sanitaire et pour mener également à des transformations en matière de genre de ces systèmes communautaires. Nous voulons mettre en priorité, donc le secteur privé doit être complètement aligné aussi par rapport à ces objectifs. Suivant. Les pays éligibles pour ce fonds de contrepartie apparaissent à gauche. Il y en a 8: Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Kenya, Libéria, Mali, Sénégal, Zambie. Et les principes et la raison de la sélection de ces pays sont à droite. Le contexte du pays par rapport à la santé communautaire, le potentiel de catalyser la fonctionnalité système, l'état de préparation pour mettre à échelle le potentiel d'impact, la priorisation du Fonds mondial, y compris les consultations avec les divisions de la gestion de la subvention et d'autres parties prenantes internes, l'existence également d'autres investissements du Fonds mondial, la capacité d'absorption, la complémentarité avec d'autres investissements, y compris des investissements et des mécanismes pour le COVID-19, par exemple, qui sont liés à des investissements limités comme Burge, la diversité linguistique, géographique et l'intérêt du pays. Les conditions d'accès sont celles qui suivent. Les pays doivent investir une portion de leur allocation totale qui soit supérieure ou égale au fonds de contrepartie qui est alloué, c'est-à-dire un ratio d'au moins 1 à 1 dans les interventions éligibles pour la santé communautaire, pour les travailleurs de la santé communautaire, pour la programmation du renforcement du système communautaire décrit dans les guides du Fonds mondial qui seront diffusés très bientôt et qui sont déjà disponibles sur le site web du Fonds mondial. Ce terme des travailleurs de la santé inclut toutes les personnes, les pairs et les organisations de la société civile, y compris les organisations basées sur la communauté ou menées par la communauté. Les conditions programmatiques qui doivent être satisfaites, elles doivent être évaluées par le panel de révision et cela inclut donc l'engagement du ministère de la Santé, des associations professionnelles, des organisations basées ou menées par la communauté par rapport à cette demande d'investissement et de subvention. L'investissement doit être aligné avec les guides qui apparaissent donc sur la note d'information sur SRPS du Fonds mondial et
Cela apparaît également dans les guides du Fonds mondial, sur le site web du Fonds mondial à partir de 2023 et la présentation d'une table programmatique, table d'écart programmatique doit être complétée et alignée avec les stratégies et les plans nationaux. Il faut également inclure un plan d'opération, un plan des coûts opérationnels par rapport à la prestation de services et à la stratégie de la santé communautaire. Il faut également inclure une analyse, une évaluation et des plans pour le renforcement des composants des systèmes qui sont nécessaires, y compris la planification, la formation, rémunération, la supervision, y compris également tous les systèmes et les outils digitaux, la chaîne d'approvisionnement, les services de dérivation, le suivi de la communauté. Suivant. Les 8 pays éligibles apparaissent sur ce tableau et le montant proposé dans les lettres d'allocation se trouve ici au milieu et puis la proportion du montant par rapport au montant total du fonds de contrepartie est inclus ici à droite. Et je pense que c'est tout de mon côté. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Ralph, qui va nous parler de la mise à échelle des programmes pour éliminer les barrières liées au genre et aux droits de l'homme. Je suis Ralph Jürgens et je coordonne le travail sur les droits de l'homme du Fonds mondial. Je vais vous parler des fonds de contrepartie sur les droits de l'homme. Ces fonds de contrepartie existaient lors de l'allocation précédente et en fait, ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont permis d'améliorer l'investissement et les programmes par rapport à la suppression des barrières aux droits de l'homme, mais cela aussi a permis d'augmenter l'engagement des pays par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux barrières de genre. Donc l'objectif continue à être de soutenir et d'améliorer les investissements et l'engagement du pays afin de réduire les barrières concernant les droits de l'homme et concernant le genre sur le VIH, la tuberculose et le paludisme. Nous voulons avancer en particulier pour éliminer la stigmatisation, la discrimination, les lois nocives, les politiques, pour améliorer les programmes de prévention pour la population et pour nous assurer que tous les programmes sont réactifs en genre. Il s'agit d'améliorer l'appropriation de la part de chaque pays par rapport à la programmation en matière de droits de l'homme. Et nous savons également que la gestion de ces coûts est également un objectif. Et il y a 24 pays qui pourront accéder à ces fonds de contrepartie sur les droits de l'homme. Il y en a déjà 20 qui ont reçu ces fonds par le passé et il y en a 4 d'autres qui ont été inclus. Le Bangladesh, Burkina Faso, Nigeria et la Thaïlande. Alors, ils ont été inclus en se basant sur une analyse des besoins et des opportunités. En fait, à l'origine, nous voulions inclure tous les pays à haut impact par rapport à la rupture des barrières sur les droits de l'homme. Mais vu qu'il y a moins de fonds pour les investissements catalytiques de façon générale, eh bien, ces fonds de contrepartie sur les droits de l'homme ont été réduits également. Alors, il a fallu se centrer sur une cohorte plus petite de pays. Alors, par rapport à l'investissement sur ces pays déjà existants, eh bien, ces pays vont continuer, ces 20 pays vont continuer à recevoir des fonds à un moindre niveau, à l'exception de l'Ukraine qui va continuer à recevoir le même montant de fonds de contrepartie que par le passé liés aux droits humains. Et bien sûr, considérant le progrès que tous ces pays ont fait, eh bien, nous avons fait des évaluations des progrès dans ces 20 pays qui ont déjà reçu ces fonds de contrepartie par le passé afin d'identifier ce qui a marché, quel a été l'impact
par rapport à la mise à échelle de ces investissements, par rapport à l'engagement en matière de droits humains et aussi par rapport aux recommandations sur ce sur quoi il faudrait prioriser lors de ce prochain cycle. Suivant. Alors, les conditions d'accès financières pour les 4 pays qui vont recevoir ces fonds pour la première fois, eh bien, il s'agira de satisfaire ce ratio de correspondance de 1 à 1 au moins. Et puis pour les pays qui ont déjà reçu ces fonds de contrepartie sur les droits humains par le passé, eh bien, ils doivent maintenir au moins ou augmenter le niveau d'investissement pour la période d'allocation 2023-2025 pour les programmes visant à réduire les barrières en matière de droits de l'homme pour cette nouvelle allocation. Et maintenant, sur la prochaine diapo, vous verrez les conditions programmatiques. Il y en a, il y en a quelques-unes en nous basant sur l'expérience des 6 années précédentes. Pour les nouveaux pays éligibles, eh bien, nous espérons que ces pays fassent une évaluation non seulement des barrières liées aux droits de l'homme qui existent, mais aussi des programmes qui existent justement pour aborder ces barrières et baser la candidature, la demande de financement sur les résultats de ces évaluations, c'est-à-dire que nous allons opérer de la même façon que nous l'avons fait pour les 20 pays qui ont reçu les fonds précédemment, c'est-à-dire que nous voulons nous intéresser sur ces programmes ad hoc pour réduire les obstacles aux droits de l'homme. Nous espérons également que les pays développent ou mettent à jour un plan national pour réduire les barrières liées aux droits humains et d'inclure dans ce plan un cadre de monitoring, d'évaluation et d'établir un mécanisme qui coordonne la mise en place et la supervision de la stratégie du plan. Les 20 pays qui ont reçu des fonds de contrepartie liés aux droits humains ont tous développé ces plans et ces mécanismes de supervision et ceci a été très important. Donc, nous espérons que ces pays mettront à jour, si nécessaire, leur plan, parce que dans certains cas, ils vont finir dans 2 ans. Donc, nous espérons qu'ils vont mettre à jour ces plans en fonction de la situation actuelle et des progrès qu'ils ont déjà réalisés. Nous espérons que ces pays qui ont reçu des fonds de contrepartie liés aux droits humains dans le passé, nous espérons donc qu'ils déterminent aussi des niveaux de base ou de départ pour chacune des départements, des divisions pendant les dialogues au pays. Ceci nous permettra de pouvoir inclure ceci dans le nouveau KPI 1. Et nous espérons également qu'ils prennent en considération les résultats de l'évaluation programmatique que je viens de citer. Dans ces pays-là, nous voulons voir une mise en place complète, idéalement, de tous les essentiels des programmes liés aux droits humains, avec un accent mis sur le stigmate et la discrimination, afin que les pays puissent profiter de nos partenariats avec UNAIDS et d'autres partenaires, afin de pouvoir éliminer toutes les formes de stigmate et de discrimination, ainsi que nos partenariats avec PEPFAR. Slide suivant. Ici, vous pouvez voir les 24 pays. Slide suivant. Ici, vous avez les 24 pays et nous avons inclus le montant du fonds de contrepartie. Vous allez voir que le minimum, c'est 500 000 dollars. Et ceci représente une diminution assez importante par rapport aux fonds de contrepartie disponibles dans le passé pour ces pays-là. Mais pour les pays qui ont accès pour la première fois à ces fonds de contrepartie pour les droits humains, le minimum, c'est 1 million. Voilà tout de ma part. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Thank you very much, Ralph. Merci beaucoup, Ralph. Maintenant, nous allons commencer la session questions-réponses. N'hésitez pas à saisir vos questions dans le chat. Nous avons quelques questions déjà.
Et donc, je vais répondre à cette question, d'Anthony Chen concernant l'envoi de la présentation. Eh bien, la présentation n'a pas encore été partagée avec les participants, mais nous allons l'envoyer par email à tous les participants enregistrés. Et vous allez également recevoir le lien de l'enregistrement sur iLearn. Maintenant, je passe la parole à Amélie pour les questions suivantes. Alors, nous identifions des sujets communs parmi les questions et nous allons voir les questions concernant les initiatives stratégiques et les fonds de contrepartie plus particulièrement. En ce qui concerne la manière dont ce processus fonctionne, c'est lorsque nous travaillons avec le conseil d'administration et lorsque nous travaillons avec nos comités et nos partenaires, comme la plupart des présentateurs l'ont dit, eh bien, nous travaillons en nous basant sur ces trois modalités que j'ai mentionnées qui sont complémentaires à l'allocation. Ceci a déjà été désigné, ça c'est la première question, et ceci est indiqué dans les lettres d'allocation que vous avez reçues en décembre. Et c'est la responsabilité des ICN maintenant de travailler, d'y travailler et d'organiser les différents arrangements pour ces fonds de contrepartie. Dans la lettre d'allocation, il y a aussi les initiatives stratégiques. Ça, c'est une nouveauté pour ce cycle. Ça été incluse dans la lettre d'allocation. Voilà, je tenais à clarifier ceci avant de répondre aux questions. Maintenant, je vais passer la parole à Lily pour qu'elle réponde à la question suivante. Merci. Je vais prendre la cinquième question. Je pense qu'Émilie y a répondu en général, mais voilà, je tenais à dire que tous les pays ont déjà été notifiés concernant les fonds de contrepartie qu'ils vont recevoir dans la lettre d'allocation. Et comme Émilie l'a dit, l'ICN est celui qui doit gérer ce processus. Donc, si vous avez des questions concernant l'admissibilité, votre point de contact doit être l'instance de coordination nationale. Slide suivant. Oui, concernant la question numéro 6, eh bien, dans le même sens, la demande de fonds décrit ceci. Ceci peut être programmé pour les récipiendaires principaux ou sous-récipiendaires. Il n'y a pas de condition. Ceci est actuellement et en fait déterminé dans le processus de financement en soi et de demande de financement en soi. Je pense que la question 7 concerne le fonds de contrepartie pour la tuberculose. Jamie, vous pouvez répondre peut-être? Oui, je pense qu'il s'agit plutôt d'un commentaire. Oui. Ou alors la question est de savoir s'il y a un besoin d'assistance technique pour les pays qui vont recevoir des fonds de contrepartie. Eh bien, je pense que l'assistance technique est fournie à travers les initiatives stratégiques et dans le fonds de contrepartie tuberculose actuel, nous avons, à part le fonds de contrepartie, nous avons une initiative stratégique à travers laquelle c'est disponible. Dans le cycle 7, je dois clarifier que pour la tuberculose, nous aurons seulement des fonds de contrepartie pour trouver et traiter les personnes non diagnostiquées, mais il n'y a pas d'initiative stratégique pour la tuberculose dans le cycle suivant. Cela dit, je pense que comme vous le savez, peut-être, il y a
une initiative française, par exemple, qui justement comprend cette possibilité d'offrir une assistance technique pour les pays qui reçoivent de l'argent du Fonds mondial. Donc voilà, je vous encourage à regarder et nous, tous ensemble, à regarder comment travailler avec les parties prenantes et nos partenaires pour essayer de combler ces éventuels écarts. Merci, Jamie. Je vais maintenant lire la question numéro 8 pour qu'elle soit traduite. Pouvez-vous nous envoyer le lien pour pouvoir faire cette demande? À qui sera adressé ce fonds? Au gouvernement ou à la société civile? Merci de clarifier tout cela. Eh bien, ceci a été communiqué dans la lettre d'allocation. Donc, les quantités ont déjà été donc, indiquées. Et je pense que l'INSEE a mis dans le chat les détails sur comment vous pouvez contacter votre ICN si vous avez d'autres questions. L'INSEE, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, je viens d'indiquer dans le chat la réponse à une personne. Ce n'était pas une réponse générale, mais je viens de lui dire que tous les participants de notre webinaire doivent, enfin, je tiens à dire ça à haute voix pour que tout le monde l'entende. Le Fonds mondial communique le montant de l'allocation et le fonds de contrepartie désigné, le montant, et ceci est indiqué dans la lettre d'allocation qui a été envoyée au mécanisme à l'instance de coordination nationale ou ICN. L'ICN est responsable d'identifier les organisations qui doivent exécuter ces subventions. Mais ces fonds travaillent, disons, ensemble. Il ne s'agit pas de subventions indépendante parce que nous voulons que la quantité de l'allocation et la quantité du fonds de contrepartie travaillent ensemble pour pouvoir justement tirer le plus profit de ces fonds. Et ce que Jonathan a mis dans le chat est le lien sur lequel vous pouvez faire clic pour avoir des informations pour contacter les représentants de l'ICN de votre pays respectif. Donc, si vous êtes une organisation intéressée dans l'exécution, si vous voulez être considéré potentiellement comme récipiendaire principal ou comme sous-récipient ou sous-récipiendaire dans un domaine spécifique ou au niveau régional, ben, dans ce cas, vous devez contacter votre ICN pour vous porter candidat et pour leur demander de vous considérer. Ceci n'est pas une décision prise par le Fonds mondial, mais dans la plupart des cas, c'est l'ICN qui prend cette décision, qui identifie et qui sélectionne les partenaires qui exécutent les subventions. Great, thank you, Lindsay. Shall we Merci, continue? Lindsay. On continue avec les autres questions. Voici une question longue. Je vais commencer à la lire. Au premier abord, il y a une superposition importante entre certains domaines et certaines activités potentielles peuvent correspondre à plusieurs divisions ou domaines d'intervention. Par exemple, le financement disponible pour l'innovation. Certains pays sont admissibles pour certains fonds, mais pas dans d'autres dans le même domaine thématique. Comment décidez-vous quels sont les pays admissibles ou inadmissibles au sein d'une même aire thématique? Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse répondre à cette question déjà. Je pense que c'est une question qui concerne deux fonds de contrepartie, SRPS, ou plutôt les droits humains. Merci pour cette question, Anthony. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas vraiment simple et ceci reflète partiellement les discussions que nous avons tenues et que le board a tenues. Donc voilà, mais essentiellement, ce que nous faisons avec ce fonds de contrepartie est de catégoriser, disons, les
pays qui peuvent recevoir des fonds pour les travailleurs de la santé, les laboratoires, pour compléter les fonds qui sont déjà disponibles. Alors, nous avons une longue liste, par exemple, pour ce qui est des travailleurs de la santé, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des besoins importants par rapport à ça. Mais ensuite, quand il s'agit d'exécuter tout cela, eh ben, nous allons voir ça comme un groupe. Alors, le Fonds mondial va gérer tout cela indépendamment de la provenance du fonds de contrepartie. Et la même chose pour les laboratoires. Et je pense que Patrick voulait faire un commentaire par rapport à cela. Je lui passe la parole. Oui, merci. Oui, le financement est géré à travers le même mécanisme et les critères d'admissibilité sont les mêmes. Donc, tous les pays ont été sélectionnés de la même manière. Concernant les activités qui sont superposées, oui, potentiellement, il y a des domaines de superposition, comme nous l'avons déjà vu, en ce qui est, donc, pour ce qui est des accélérations, laboratoires, etc., innovation. Mais, par exemple, nous regardons les systèmes d'innovation de laboratoire et nous considérons l'écosystème de chaque pays. Mais il y a effectivement le potentiel il y a la possibilité qu'un pays investisse à travers l'un ou à travers l'autre, ou l'intention plutôt en investissant dans les systèmes de données des laboratoires, eh ben, nous essayons de chercher la complémentarité avec les autres fonds comme le fonds d'innovation, parce que le but est de faire avancer tout l'écosystème numérique. Cela dit, notre approche n'est pas prescriptive, c'est-à-dire nous ne décidons pas au nom du pays. C'est le pays qui doit décider dans quoi il souhaite investir pour mieux répondre à leurs besoins. Nous soutenons le pays dans la définition et dans l'intégration des activités que nous finançons. À vous maintenant, Lily. Merci, Olga et Patrick. Je vais finir la question, même si je pense qu'elle a déjà été répondue. Alors, plus directement, pourquoi les fonds ne sont pas combinés, les fonds similaires? Le domaine concernant les travailleurs de la santé et les autres fonds CSR peuvent être similaires. Pourquoi ne pas les combiner? Et de la même manière, comment les pays candidats doivent interpréter leur admissibilité quand ils sont admissibles pour un fonds et pas pour l'autre? Et comment peut-on leur guider dans leur demande? Eh bien, comme ceci a été dit, le focus était mis sur l'accès. Nous voulions que les pays qui répondent à ces critères aient accès à ces fonds pour maximaliser les résultats. Et donc, nous ne voulions pas nous concentrer sur quels fonds, mais plutôt sur le fait de mettre à disposition ces fonds et que les pays y aient accès. Donc, les pays doivent se concentrer sur le financement disponible, le financement qui leur a été indiqué dans leur lettre d'allocation, et ils doivent utiliser le processus de financement pour mettre l'accent sur les activités qui pourront apporter le plus grand impact. Nous pouvons peut-être passer au slide suivant maintenant. La question numéro 10 dit comment ceci va impacter les demandes d'allocation, les nouvelles demandes d'allocation aux pays qui n'ont pas rempli les critères de cofinancement dans la période d'allocation actuelle. Je ne sais pas si l'INSEE veut intervenir. Oui, oui, mais je dois dire que je ne représente pas le département des finances, mais je vais simplement indiquer que les conditions de cofinancement n'ont pas changé pour la prochaine période d'allocation. Donc, la politique d'allocation et les conditions restent les mêmes. Chaque pays, enfin, on a indiqué à chaque pays quelle est la cible de cofinancement dans leur lettre d'allocation et on a également indiqué quelle était la cible de cofinancement pour la période actuelle. Occasionnellement, nous avons des situations dans lesquelles les pays ont des difficultés à atteindre cette cible qui a été indiquée
Et donc, dans ce cas, le pays doit travailler avec le manager du Fonds mondial pour indiquer quand est-ce qu'ils pourront un peu améliorer leur situation. Et lorsque les pays n'ont pas respecté cette cible dans la période actuelle, ceci va être géré au cas par cas. Ensuite, nous avons le comité qui supervise toutes ces situations et qui connaît quelles sont les implications du fait de ne pas respecter ces cibles qui ont été identifiées pour les pays. Et donc, dans les lettres d'allocation, on identifie les domaines d'investissement, les montants, le reporting, la supervision. Donc, nous sommes de plus en plus concrets par rapport à comment nous allons mesurer votre performance. Mais voilà, ça c'est quelque chose que chaque pays doit voir directement avec l'ICN et ensuite, après, avec les départements correspondants. L'accès aux fonds de contrepartie n'est pas lié directement aux conditions de cofinancement, mais l'allocation, enfin tout le montant de financement peut être impacté. Dans certains cas, l'argent disponible pour un pays est réduit si le pays n'a pas respecté les conditions dans le passé. Ça pourrait être une conséquence, mais ceci n'est pas en lien direct avec les fonds de contrepartie, mais ceci est plutôt lié à l'approche générale, globale du Fonds mondial. J'espère que ma réponse a été utile. Oui, je pense. Merci, Lindsay. Les questions 11 et 14 sont assez semblables. Je vais peut-être les lire ensemble. Alors, bonjour. Peut-on recevoir les raisons sur lesquelles sont basées les allocations pour tous les pays africains? Et la question 14, bonjour, je suis sur iLearn, mais l'enregistrement d'allocations résultats globaux n'est pas encore disponible. Savez-vous quand est-ce qu'elle le sera? Eh bien, je pense que les informations concernant les allocations seront partagées la semaine prochaine dans le site du Fonds mondial. Et nous partageons les informations disponibles concernant la méthodologie générale. Donc, vous devriez avoir ces informations disponibles la semaine prochaine. Peut-être quand on vous enverra les diapositives, on pourra vous envoyer d'autres informations sur les dates. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. La dernière question que je vois, c'est est-ce que les ICN doivent décider et proposer l'utilisation de tous leurs programmes concernant les fonds de contrepartie 2023-2035 au moment de présenter leur budget, donc dans quelques mois. Et ceci est ainsi, et comme cela, même s'ils ont reçu les informations en décembre. Lindsay, pouvez-vous clarifier cela? Oui, chaque pays, chaque ICN identifie les fenêtres, disons, pour envoyer ces demandes. Ce n'est pas nous qui décidons cela, mais l'ICN doit réfléchir à cela. Il doit considérer le temps nécessaire pour préparer tout le processus, gérer les subventions. Et nous devons nous assurer qu'il n'y a pas d'écart de programmation entre la subvention actuelle et la future. Il est possible que les pays qui ont une subvention qui termine en décembre 2023, il est très probable qu'ils vont tomber dans la fenêtre ou qu'ils vont rentrer dans la fenêtre 1. Et ça, c'est fin mars. Cependant, ils peuvent peut-être s'anticiper et faire un petit peu du travail avant pour pouvoir entrer dans la fenêtre 2. Ceci leur donnerait un petit peu plus de temps. Et donc, dans tous les cas, ils devront présenter leur demande de financement pour les fonds d'allocation et pour les fonds de contrepartie dans une demande de fonds combinée. Donc, on attend du candidat qu'il soit capable de décrire comment il rentre, il répond aux conditions exigées pour les fonds de contrepartie. Donc, tous les pays sont dans le même bateau, dans le sens où ils ont tous reçu leur lettre d'allocation fin décembre. Nous avons tout fait pour essayer de les envoyer avant la fin de l'année. Et donc, elles ont été toutes reçues fin décembre et nous savons
que les pays qui préparent leur demande de financement pour la fenêtre numéro 1 doivent le faire avec un délai assez serré. Mais nous sommes là pour vous soutenir virtuellement à travers les missions sur place. Et puis aussi, vous avez aussi des assistances techniques disponibles à travers nos partenaires ou à travers les initiatives stratégiques. Merci, Lindsay. Une dernière question qui ne rentre pas dans mes compétences, mais je vais la lire. Quelles sont les contributions en espèces acceptées par le Fonds mondial lorsque une organisation de la société civile est capable de faire ce type de contribution de cofinancement? Il faut que ce soit monétaire? Eh ben, excusez-moi, mais je pense que ceci concerne plutôt la politique de cofinancement qu'on a mentionnée avant, et je pense qu'on va pouvoir vous partager avec vous le lien aussi. Et une dernière question d'Anthony. Est-ce que c'est le ICN qui décide d'intégrer les composantes de la demande dans leur demande de financement ou c'est une décision prise par le Fonds mondial? Oui, je peux y répondre. Eh ben, c'est une décision prise par l'ICN. C'est l'ICN qui décide parmi tout le montant qui leur est communiqué. Enfin, il y a un montant indicatif pour les composantes des maladies. Ceci dépend de l'admissibilité du pays. Et le Fonds mondial encourage, et les partenaires techniques encouragent aussi, que les ICN pensent le plus possible à l'intégration et le plus tôt possible. Idéalement, l'ICN doit considérer une demande intégrée ou conjointe pour penser comment tous les fonds ensemble peuvent être mieux utilisés, tout en considérant leurs besoins aussi en termes de système de santé. Mais ce n'est pas le Fonds mondial qui prend cette décision, sauf dans les cas de haute co-infection entre le VIH et la tuberculose. Là, oui, les pays qui ont un taux de co-infection très élevé doivent envoyer donc ces demandes intégrées. Mais sinon, le Fonds mondial permet à l'ICN de décider s'il s'agira de demandes de financement séparées, conjointes ou intégrées. Et ceci au moment de la demande, mais aussi au niveau des subventions. Le nombre de subventions n'est pas décidé par le Fonds mondial, mais par les ICN. See, we have more questions coming, so they will be pasted in the chat in a second. On a reçu de nouvelles questions. On va les énumérer sur la liste. La dernière question, peut-être Lindsay ne partez pas. Est-ce que le ICN peut modifier la fenêtre de présentation après avoir indiqué celle qui a été choisie en premier lieu? Oui. Puisque maintenant les lettres d'allocation ont déjà été envoyées, nous allons demander nos équipes pays de contacter les ICN pour que les ICN s'enregistrent dans une des fenêtres pour les différentes demandes planifiées. Et nous allons garder ce registre et nous allons publier cette information sur le site du Fonds mondial pour que toutes les parties prenantes externes qui soutiennent les demandes de financement puissent avoir cette visibilité. Cela dit, c'est très flexible. Si un pays vise la fenêtre 1, il doit s'enregistrer pour la fenêtre 1, mais après, s'il y a une situation d'urgence que finalement, ils doivent passer à la fenêtre 2, il n'y a pas de problème. Nous pouvons gérer ça, ce n'est pas un problème. Nous allons tout simplement demander à l'ICN d'informer l'équipe pays et ensuite, le pays sera enregistré dans une fenêtre différente. Si c'est déjà produit, ce n'est pas plus grave que ça. Mais notre recommandation, c'est que vous devez vous enregistrer dans la fenêtre que vous ciblez. Et après, s'il faut la modifier, ce n'est pas grave. Merci, Lindsay. Voilà, c'est toutes les questions que nous avons reçues.
Permettez-moi de dire rapidement que nous allons partager sur notre web des recommandations pour les fonds de contrepartie fin janvier. Et donc, vous pouvez regarder ça également quand ce sera disponible. Et maintenant, je passe la parole de nouveau à mes collègues. Oui, je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous pouvons peut-être entendre une minute, voir s'il y a encore des questions ou pas. Et ensuite, voilà, je vais passer également la parole aux orateurs si jamais ils ont une dernière question ou un dernier commentaire. What question is coming? So maybe I can start reading it while my team is collecting it. Alors, une nouvelle question. Est-ce que ces fonds de contrepartie SRPS peuvent être inclus dans les nouvelles allocations C19 RM ou est-ce qu'on doit les inclure dans une autre demande spécifiquement? Oui, on doit les inclure. L'idée, c'est que les fonds de contrepartie soient ajoutés aux fonds catalytiques et donc ceci doit être traité de manière holistique. So there are no more questions. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Je ne sais pas si de la part des intervenants, s'il y a des remarques encore à faire par rapport au webinaire. Oui, Aude, je vais dire quelque chose. Je vous ai rajouté un lien sur le chat. C'est theglobalfund.org. Et voilà, on parle ici de la demande des fonds catalytiques, c'est-à-dire c'est un lien où vous trouverez le guide pour les fonds de contrepartie, ce qui sera publié sur ce site du Fonds mondial. Et on aura également les montants par pays qui ont été accordés par rapport à la lettre d'allocation. Donc voici le lien. Il y a aussi d'autres liens pour d'autres fonds. Mais à partir de ce microsite, en fait, vous trouverez le lien sur les fonds et l'information par rapport à ces fonds. Merci, merci Lindsay. Il paraît qu'il y a encore une question qui vient d'apparaître. Y a-t-il un modèle séparé pour les fonds de contrepartie, comme c'est le cas pour l'allocation? Eh bien, non, il n'y a pas de modèle séparé. Il y a une question sur le formulaire de demande de fonds où, en fait, on adresse les questions de demande de fonds, mais en fait, le montant réel ne va pas par rapport à un modèle. C'est intégré sur les autres modèles d'allocation. Merci, merci beaucoup, Lindsay. Je ne sais pas si Émilie veut faire quelques remarques de conclusion ou alors si d'autres intervenants souhaitent dire quelque chose avant de clore la séance. Non, je n'ai rien à ajouter. En fait, je veux simplement vous remercier pour votre temps, pour votre participation. Merci. Merci. Alors, merci à tous les intervenants. Merci aux participants également d'avoir assisté à la session d'aujourd'hui.
Comme on l'a dit auparavant, on partagera les présentations et le lien vers l'enregistrement. On l'enverra également par email au cours des prochaines journées. Et je vous remercie. Au revoir. Bonne journée.